Une page d'histoire se tourne définitivement avec la disparition de Paul Malembe Tamandiak, figure emblématique de la presse, premier rédacteur en chef, premier présentateur du tout premier journal télévisé de la RTNC, DG de l'ISTI et puis recteur de l'IFASIC, devenu aujourd'hui UNISIC. Paul Malembe a formé plusieurs générations de journalistes et communicants. Ces scientifiques rigoureux, professeur émérite, s'est éteint le lundi 1er septembre 2025 à l'âge de 89 ans. Le magazine Une page du soir lui rend un vibrant hommage à travers cette vidéo où il nous raconte lui-même son parcours exceptionnel. Je m'appelle Malembe Tamandiak. On m'a appelé jadis Paul. Paul est le nom des Blancs, le nom des Juifs. Alors j'ai rejeté le nom de Paul, mais les gens insistent toujours sur Paul. Alors je m'appelle Paul Malembe Tamandiak. Je suis né en 1936, le 28 mars 1936, à Bolo. Je suis en partie Teke et en partie Yanzi. Je suis arrivé à Baningville, qu'on appelle Bandundu, à l'âge de 10 ans, où ma mère s'était remariée. J'ai fait mes études primaires à partir de l'âge de 10 ans à Baningville. J'ai étudié à Beno, j'ai étudié à Juma, j'ai étudié à Kingandu, j'ai étudié à Yassa, j'ai étudié à Bonga. Et j'ai terminé mes études par les études médicales. Les études médicales pendant 6 années, 1953 à 1959, à Bonga Yassa. C'était une école appelée École AMI, École d'assistants médicaux indigènes. Et ces écoles formaient les assistants médicaux, formaient les infirmiers diplômés, formaient les gardes de santé, les gens qui avaient la compétence, qui étaient susceptibles de poser des actes médicaux véritables. Et j'ai commencé à m'intéresser en journalisme, surtout en 1954. En 1954, il y a eu un grand combat entre l'Église catholique au Congo et, n'est-ce pas, le ministère laïque belge. Avant 1954, il n'y avait que des écoles catholiques et protestantes au Congo. Il n'y avait pas des écoles qu'on appelle aujourd'hui écoles laïques, écoles officielles. Mais le ministre Busseret a introduit l'école, n'est-ce pas, laïque. Et il y a eu un grand combat. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à lire un peu de français en 1954, n'est-ce pas, surtout le journal La Voix du Congolais. Et je me souviens surtout d'un grand catholique, Derrick Oyard. Derrick Oyard, originaire de la province orientale, qui a défendu la position, n'est-ce pas, des catholiques dans les journaux un peu partout. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à m'éveiller à la communication. Et alors, j'ai fait la connaissance d'un jeune journaliste qui écrivait. Il s'appelait Moussa Camus. Il était reporter, jeune reporter, à la Croix du Congo. La Croix du Congo, c'est un journal catholique, destiné, n'est-ce pas, aux évolués, à ceux qu'on appelait évolués. Alors, ces journaux, les évolués commençaient à s'éveiller sur le plan politique. Et j'ai commencé à notre école, à Bonga. On a commencé à lire tous les journaux catholiques à l'époque. Le principal était le Courrier d'Afrique. Le Courrier d'Afrique, Temps Nouveau d'Afrique, La Croix du Congo et d'autres journaux. Jusqu'au moment où 2 événements vont se produire dans ma vie. Quand j'assiste à l'opération, j'assiste les médecins qui opéraient, je l'assistais, il y a eu une religieuse qui m'a interpellé parce que je n'avais pas payé le billet, le trajet Bonga-Baningville. J'étais à Bonga, je ne partais jamais en vacances parce qu'il était difficile pour moi de payer le billet, le trajet. Je n'avais personne pour me prendre en charge. Donc je restais à l'internat et tout le monde partait à l'internat.
Moi, j'ai resté pendant les vacances à l'hôpital, travailler à l'hôpital. Alors, je suis allé, j'ai fait un aller-retour à Banicville, mais quand je suis revenu, je ne savais pas que je devais payer le billet, n'est-ce pas, de voyage. Fin de l'opération, on s'apprêtait à quitter la salle d'opération. La religieuse m'a interpellé pour me rappeler ce que je devais payer aux sœurs. Et je me suis alors, j'ai oublié que c'était une blanche et c'était une religieuse également. Je me suis fâché, j'ai crié sur elle. Alors tout le monde a eu peur, tous les Congolais qui étaient là ont eu peur. Et les médecins eux-mêmes qui étaient des blanches, les docteurs en médecine, ont été scandalisés. Comment un petit nègre pouvait gronder une religieuse. Mais il y a une qui était très très gentille, qui était jeune. Au lieu qu'on me renvoie de l'école, elle m'a appelé dans son bureau pour m'expliquer. Je me suis expliqué, j'ai justifié mon comportement. Et je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas faire les études qu'on me faisait faire. Parce qu'en ce moment-là, on allait commencer l'université au Congo. Et moi, je me suis rappelé 1949. 1949, j'ai été choisi pour aller au séminaire. Nous étions 2. C'était parmi les premiers qu'on choisissait pour être prêtre. Et j'aimais beaucoup être prêtre. Mais je ne suis pas parti. On m'a refusé parce que j'étais déjà très très âgé. En 1949, j'avais 13 ans, on ne pouvait pas m'accepter en 8e. C'était une classe pour les jeunes gens. On a pris mon collègue Ngwankala Boniface. On m'a demandé de faire la 4e année. Et après la 4e année, j'allais partir ailleurs. Je n'ai pas pu aller ni au séminaire ni au collège. Alors j'étais devenu malheureux, très très aigri. Mais les collégiens venaient à l'hôpital parce que le collège de Kinyati était à 25 km de l'hôpital. Personnellement, j'étais gêné. Les autres ne sentaient rien parce qu'il y avait beaucoup de jeunes gens au collège que j'ai connus chez moi qui étaient moins brillants que moi, mais qui avaient été choisis pour aller, n'est-ce pas, soit au séminaire, soit au collège, parce qu'ils étaient plus jeunes, ou bien parce qu'ils avaient des parents connus, chrétiens, et ils sont partis. Et moi qui étais plus intelligent, on m'a laissé. Donc je me suis révolté, j'étais devenu un révoltant. J'ai expliqué tout ça au médecin. Il m'a dit, mais alors, vous allez aller au collège. Nous sommes une semaine plus tard. Elle m'a amené au collège pour voir le prêtre, le professeur, et pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour moi. Nous sommes arrivés au collège. Nous avons vu un prêtre, le recteur qui s'appelait Follon, et le directeur des études qu'on appelait préfet, monsieur le maire, le père le maire des jésuites. Ils ont dit, on ne pouvait pas m'accepter parce que mon condisciple là est actuellement en 3e latine, qu'on appelait syntaxe. Il lui reste à peine 2 ans pour terminer les humanités et pour aller à l'université. Mais moi, ils ne savent pas en quelle classe, en quelle année d'études on pouvait m'accepter. Parce que je n'ai pas fait le latin. Et il y a des branches des sciences que je n'ai pas suivies. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait les grecs et tout ça. Et on ne pouvait pas m'accepter. En classe inférieure, ils ont conseillé alors une autre voie. Ils ont dit alors, quand vous estimez qu'il est très intelligent, on va les préparer au jury central comme autodidacte pour avoir le diplôme des humanités. J'ai préparé le diplôme des humanités et c'est surtout en ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la radio. J'ai commencé à m'intéresser à Gaston Midou, un grand présentateur, un type de Bantounou, un grand journaliste à la RTNC. Et puis voilà, un beau jour, les prêtres professeurs et les 2 médecins femmes me convoquent à leur bureau pour me dire, bon, comme vous allez maintenant préparer les jurys centrales pour aller à l'université, continuer vos études de médecine, il faut que vous appreniez
à mieux écrire. Pour cette raison, nous allons créer un journal. Un journal qui va assurer la liaison entre l'école et les gens qu'elle a formés qui travaillent dans les hôpitaux de colonie. Eux vont vous donner les informations sur ce qu'ils font et vous, le journal, va leur donner des informations sur l'évolution de la science médicale. Nous créons un journal qui va s'appeler Exploration et c'est vous le rédacteur en chef. Alors au même moment, il y a Moussa Camus qui arrive à Yassa, un jeune reporter, il avait à peu près 23 ans ou 24 ans. Il arrive avec le père directeur de la Croix du Congo. C'était un grand journal catholique. Il arrive, très beau garçon et tout ça. Le père me présente à lui. Et nous devenons des grands amis. Nous sommes restés des grands amis jusqu'à sa mort il y a 5 ans. Il m'a encouragé à écrire. En 57, alors, j'ai fait mon premier reportage à travers tous les Congos. Le médecin directeur, la femme, directeur Thérèse Acherois, devait prendre son congé sabbatique. Et sa sœur, sa grande sœur qui est en Europe, vient la rejoindre pour qu'elles aillent ensemble en Égypte visiter les pyramides. Il y avait un avion, plutôt un aéroport international à Kisangani. Ce n'était pas nécessaire de venir à Kinshasa pour aller en Belgique, pour aller n'importe où. On pouvait aller à Kisangani, prendre l'avion pour aller n'importe où. Les deux femmes ont décidé de faire le tour du Congo jusqu'à Kisangani. Et de Kisangani, elles devaient prendre l'avion pour l'Égypte pour visiter les pyramides. Avec le père, ils ont décidé que je les accompagne parce qu'elle n'était plus seule, elle était avec sa sœur. Je devais les accompagner en VW. Moussa Camus venait de faire le tour du Congo avec le père directeur de la Croix du Congo. Et moi, je vais être le deuxième Congolais à faire le tour du Congo en VW, à partir de l'hôpital de Bonga Yassa, dans les territoires de Massimanimba. Nous avons fait le tour du Congo, nous avons traversé les Kasaï, nous avons traversé le Kivu, province orientale, jusqu'à Kisangani. Et elles m'ont laissé là-bas, elles ont pris l'avion, ils ont vendu la voiture. Avec le fruit de la voiture, ils ont payé mon billet. J'ai pris le bateau à Kisangani. Je suis arrivé à Kinshasa à la fin du mois de janvier. Et je suis arrivé à Bonga à la fin du mois de janvier en passant par Kinshasa. Alors j'ai commencé à m'intéresser, à rédiger, à écouter la radio chez les pères. Nous n'avions pas de radio chez nous, mais j'avais l'autorisation d'aller en tant que journaliste, d'aller chez les pères pour suivre les émissions à la radio. Au mois de juin, je vais présenter les jurys à Brazzaville. Et j'ai réussi. Je crois que c'était au collège, au lycée Chaminade. L'école, avec la conférence épiscopale, parce que j'allais en ce moment-là les premiers, en dehors de jeunes gens formés à Kisanto, comme les Mukamba, Jonas, comme les Cardos, Marius, comme les Mpassi Albert, comme les Bomboko, qui avaient terminé les études à Kisanto et qui ont eu le privilège d'aller en Europe avant moi. J'étais en ce moment-là le premier pour la communication. Arrivé en France le 12 septembre 1959. Moi, je suis chirurgien de formation. Bon, bien entendu, je ne pratique pas plus maintenant, ça fait depuis 1959. L'école s'était entendue avec la conférence des évêques du Congo belge. Il y avait le père Mons, qui était secrétaire général de la conférence épiscopale. J'ai présenté des examens à Brazzaville. Après, je suis rentré à Bonga pour présenter les examens de fin d'études. J'ai obtenu mon diplôme. Le 11 septembre, j'ai traversé le Congo pour aller à Brazzaville pour partir en France. Donc je suis parti, on a fait 16 heures de vol. Nous étions à peine 6 personnes. Et je suis parti pour être médecin. Malheureusement, il n'y avait pas encore d'équivalence entre les formations médicales organisées dans les colonies françaises et les colonies médicales organisées, n'est-ce pas, au
Congo belge. On m'a demandé de commencer par les commencements, par la première année de médecine. J'ai refusé. J'ai dit non, je dois entrer à la rigueur en première année de doctorat en médecine. Et quand je leur ai présenté tous les cours suivis et tous les instruments que je portais, ils se sont dit, mais oui, vous réunissez toutes les conditions pour entrer en deuxième doctorat en médecine. Mais nous ne pouvons pas vous accepter parce que nous n'avons pas encore d'équivalence. Il faut attendre l'équivalence. Alors, en attendant cette équivalence, dans la même université, il y avait l'école supérieure du journalisme de Lille. J'ai participé au concours, j'ai réussi le concours et j'ai commencé les études de journalisme en attendant que l'équivalence soit obtenue. Mais l'équivalence est arrivée, j'avais déjà pris le goût du journalisme. J'avais passé 2 ans ou 3 ans comme rédacteur en chef, jeune rédacteur en chef au Congo pour diriger la revue Exploration. Et j'ai fait déjà 1 année de journalisme à Lille. Et on m'a dit, bon, l'équivalence est arrivée. Quand il y a la crise congolaise, en 1960, il n'y avait plus de médecins belges. Tous les médecins belges étaient partis. Et tous les hôpitaux étaient occupés par des assistants médicaux, par des infirmiers diplômés. L'OMS a dû intervenir pour organiser l'équivalence, les équivalences de diplômes. Et quand l'équivalence a été reconnue, obtenue, mais quand on m'a écrit pour revenir à la médecine, j'avais déjà pris le goût du journalisme. Mais on m'a conseillé de ne pas revenir au Congo en ce moment-là, parce qu'il y avait la crise. On m'a dit, vous ne pouvez pas exercer le métier de journalisme dans un pays comme le Congo. Il faut faire autre chose. Et c'est ainsi que je suis allé à Louvain au mois de septembre 1962, après avoir terminé les études de journalisme qui duraient 3 ans. Je suis allé à l'Université catholique de Louvain. Et j'ai rencontré trois étudiants congolais en 62 là-bas. Le premier qui m'est resté très très attaché s'appelait Ngous Karliband. Ngous Karliband a été plusieurs fois ministre au Congo, ministre des Affaires étrangères. C'est mon condisciple. Nous avons terminé la même année en 64 à Louvain. En 64, avant de terminer les études, j'ai eu un malaise. J'ai eu la nostalgie. J'ai eu envie de revenir au pays que je n'avais plus visité. Et alors au mois de mars, après avoir terminé le premier semestre, je suis venu au Congo. Et c'est ainsi que je vais être intégré à l'équipe de M. Topuz, qui organisait la formation des journalistes au Congo. M. Topuz m'a appelé, il m'a appris comme son collègue pour la formation des journalistes de l'Agence congolaise de presse. Nous avons commencé la formation des journalistes, c'était 1 mois. Je suis rentré en Europe avec des projets de création d'une école de communication au Congo qui avait raté. Nous avions présenté ça, nous avions projeté d'ouvrir l'école de journalisme au sein de l'école nationale de droit et d'administration. Mais le ministère de la fonction publique, dont dépendait l'école nationale de droit et d'administration, avait refusé en disant « Nous formons les fonctionnaires et non pas les journalistes ». Le projet a échoué. Je suis rentré en Europe et puis je me suis fait engager assistant. Parce que je ne voyais pas ce que je devais faire avec 3 diplômes universitaires. J'avais le diplôme de journalisme qui équivalait à l'équivalence, licence. Et puis à Louvain, j'ai fait 2 licences. J'ai fait la licence en relations internationales avec Ngous Karliband, mon condisciple, et j'ai fait la licence en ethnologie, qu'on appelle aujourd'hui anthropologie. Et j'avais donc 3 diplômes universitaires. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces diplômes universitaires? La seule chose à faire, c'est la carrière académique. Alors j'ai choisi la carrière académique, j'ai écrit à l'Ovanium, j'ai des correspondances échangées avec M. Tien Tshisekedi, qui était, n'est-ce pas,
directeur général de l'École nationale de droit et d'administration, ENDA. Le premier directeur général, Tshisekedi. J'étais retenu, mais j'avais posé comme préalable, j'ai dit à l'université Lovanium, l'université Lovanium, dirigée par Monseigneur Gillon, que je ne voulais pas rentrer au Congo avant d'avoir présenté ma thèse de doctorat. Entre-temps, il y a une lettre de l'Union européenne qui arrive, qui me dit l'Union européenne va commencer à organiser des stages pour les pays francophones. Alors, nous allons commencer maintenant. Est-ce que vous acceptez de venir commencer le stage en communication pour 5 mois? Si vous êtes d'accord, il faut que votre gouvernement accepte. Alors, j'ai vu cette lettre, je me suis dit c'est une occasion pour moi de rester en Europe, de continuer ma thèse de doctorat. Je suis venu 48 heures au Congo. Les mêmes jours, j'ai obtenu l'accord du gouvernement. Les mêmes jours. Parce qu'aux affaires étrangères, j'avais un cousin qui était secrétaire d'État, Justin Matiti. Justin Matiti était secrétaire d'État. Et 48 heures plus tard, je rentrais à l'Union européenne pour la radio. Et c'est là où j'ai commencé. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de télévision dans les pays africains. Or, les émissions que je faisais étaient destinées aux pays africains. J'ai commencé mes émissions, radio. C'était presque chaque jour. J'avais ma caméra, j'avais ce qu'on appelle Nagra, en train de parcourir à travers toute la ville de Bruxelles pour chercher ce que les Noirs faisaient et tout cela. Et chaque jeudi, mes émissions étaient diffusées par toutes les radios francophones du monde. Donc j'étais connu en ce moment-là, connaissais mon nom. Chaque jeudi à 19h. Et puis, une fois par semaine, j'ai réalisé également les films d'actualité qui étaient diffusés dans toutes les salles de cinéma francophones. J'ai commencé à me familiariser avec la radio, à préparer les émissions. Pendant 5 mois, mon chef me dit, bon, si vous voulez, vous allez rester, il y a un poste. Nous n'avons pas demandé le recrutement d'un autre assistant. Bon, vous travaillez très bien. Si vous voulez, vous restez avec nous en Europe. J'ai accepté, toujours dans les soucis de ma thèse de doctorat. Lovanium n'était pas content de ma décision de rester en Europe après mes études. Mais finalement, on s'est réconcilié avec Lovanium grâce au professeur Benoît Verhagen. Le professeur Benoît Verhagen voulait la promotion, l'ouverture de l'université aux Congolais, aux scientifiques congolais. Et en ce moment-là, nous n'étions pas nombreux à nous intéresser à la carrière académique. Alors il est venu me voir à mon bureau à l'Union européenne. Il m'a convaincu de signer, de renouveler le contrat avec Lovanium. On a renouvelé le contrat à Lovanium, je suis resté quand même à l'Union européenne. Et enfin, les États-Unis et le Canada m'acceptent avec une bourse américaine pour que en janvier 1966, je sois aux États-Unis ou au Canada pour préparer ma thèse de doctorat en anthropologie. J'ai accepté d'aller aux États-Unis dans le cadre de l'université Lovanium. Mais au mois de juillet 1965, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Je n'étais plus stagiaire, je travaillais déjà. J'ai vu un Malabar, un type géant, avec mon chef, M. Louis Cédé Josse. Ils sont venus dans mon bureau. Et mon directeur, M. Louis Cédé Josse, m'a présenté le blanc qui était là, en français, M. Gaillard. M. Gaillard travaillait au Congo dans le cadre de la mission française de coopération radiophonique. En 1964, novembre 1964 à peu près, le gouvernement français, avec le premier Moïse Tchombé, avait signé un accord de coopération. L'accord visait
à moderniser et à équiper l'espace médiatique congolais. C'est la France qui devait faire ce travail. Sur place, ils n'ont pas trouvé des journalistes formés à leur niveau. Alors, ils ont suivi mes émissions. Ils suivaient mes émissions chaque jeudi à la radio. Ils se sont informés. On leur a dit que c'est un diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ils ont écrit à Lille, Lille a confirmé et Lille a recommandé, dit, prenez M. Paul Malembe. Et il est venu au bureau pour me recruter. Je suis arrivé, j'ai protesté, j'ai dit non, je dois partir dans 3 mois, je pars aux États-Unis faire ma thèse de doctorat, je ne peux pas rentrer au Congo. Il a insisté, il a promis de me donner que la France allait me donner une bourse d'études, au cas où, après avoir terminé mon travail au Congo avec les Français, j'ai décidé de reprendre ma thèse de doctorat. Et ça a été fait. Je suis venu, n'est-ce pas, je me suis installé avec les Français. J'étais le seul noir engagé avec les Français et j'avais comme mission, une double mission, d'abord faire des recherches pour connaître les besoins de la population et pour savoir qu'est-ce que nous devons faire comme travail. Et deuxièmement, je devais commencer à former les journalistes, n'est-ce pas, de la télévision. Nous avons travaillé pendant 3 mois. Il y a eu coup d'État. Clin d'œil à la télévision nationale, surtout à la rédaction française, où Paul Malembe a vécu une expérience marquante en tant que premier rédacteur en chef. Avec Kandé Jean Blaté comme ministre de l'Information, a suspendu les contrats entre les Français et la République démocratique du Congo parce qu'il y a eu la pression belge, la pression américaine. Les Américains et le Belge sont allés voir leur ami Mobutu en lui disant « Mais vous avez fait la part belle à l'État français. Vous lui avez laissé un grand marché médiatique. Et nous, quelle est notre part ?» Nous voulons également participer à la modernisation et à l'équipement de la RDC. On a suspendu cet accord pour un autre accord à 4. Et on m'a envoyé aux relations publiques. Je devais diriger une revue qu'on appelait Congo Magazine, aux relations publiques. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de faire véritablement la connaissance de Mobutu parce que je devais le rencontrer chaque mercredi pour des interviews. On a signé un accord avec la France, les États-Unis, la Belgique et le Congo, accord à 4. Dans le cadre de cet accord, on a créé ce qu'on appelait Congo Vox. L'installation, les personnes qui ont installé la télévision, j'étais là, oui, j'étais avec un certain Congolais qui était là au service technique. On a fait la mise en place le 23 novembre, on a inauguré la télévision. Le professeur Paul Malembe Tamandiak a vécu aussi l'inauguration de la télévision nationale le 23 novembre 1966. Ce jour-là que je paraissais à la télévision. Comme responsable, j'assumais mes responsabilités, que je parlais, que je prononçais mon premier billet. Il y avait d'abord, l'émission a été annoncée par les téléspeakerines. Il y avait Lotaï Kanza, il y avait Germaine, Gertrude Djemani, il y avait Joséphine Sombo, une fille de l'Équateur. Lotaï a été une fille du Bas-Congo. Germanie, c'était une fille de Kisangani, n'est-ce pas? Et donc j'avais 3, ce sont ces 3-là qui ont annoncé à tour de rôle. Et puis je suis maintenant intervenu moi-même, j'ai présenté ce qu'on appelait les billets du jour, expliquer aux gens qu'est-ce que la télévision, qu'est-ce que nous allions faire, quelle est la mission de la télévision.
J'expliquais tout cela. La RTNC, vers les années où nous avons commencé, les années 65 jusqu'à 70 quelque chose, c'était le média d'Afrique par excellence. Aucun chef d'État francophone ne pouvait se réveiller, commencer le travail avant d'ouvrir la radio, les tam-tams d'Afrique. C'était le plus grand média et le gouvernement mettait l'argent. Le journaliste était très très bien considéré. C'était des petits bourgeois. Malheureusement, le gouvernement ne fait plus cet effort. 24 millions de dollars, ces bâtiments de 19 étages. Et on a construit quelque chose qui a coûté 24 millions. Il n'y a que, n'est-ce pas, le mobilier, comme Ndungu Boulaniati, arrivant comme ministère de l'Information, a refusé le mobilier. Mais tous les restes, c'est importé. Et les journalistes étaient très bien payés. C'était des grands messieurs respectés. L'hôtel Invest, construit comme source d'autofinancement de la RTNC, et non pas pour le budget du ministère, mais pour la RTNC, source de financement. Moi, j'ai participé aux discussions sur la RTNC. Mais nous avions des grands journalistes, comme Bienvenu Bienamino, comme Mohamed Simon, comme Balabala, comme Zunga Mbadi. J'avais 4 journalistes que j'avais formés à la RTNC, les premiers journalistes de la télévision. J'étais avec un monsieur français, monsieur Émile Lafont, qui était mon conseiller à la rédaction. Et nous avions commencé à former, nous deux, l'équipe des journalistes qui allaient diriger la télévision. Nous les avons formés sur le tas, en dehors des Bienvenus, Bienamino, qui était déjà journaliste à la radio. Tous les autres, c'est nous qui les avons recrutés. Par un test, nous avons recruté 5 ou 6 jeunes gens que nous avons formés et qui seront d'excellents journalistes. On a fait la mise en place. J'étais le seul cadre congolais à être nommé. Et puis, on a demandé à la radio d'affecter Kitutu à chose. Kitutu venait aussi de terminer son stage, un long stage à Lokora, en France, un stage de 16 ou 18 mois. Et c'était quelqu'un qui avait une formation voulue. On l'a affecté comme secrétaire de rédaction. J'étais le rédacteur en chef et lui était secrétaire de rédaction. Mais je n'ai pas fait très très longtemps parce que je n'acceptais pas l'atmosphère, n'est-ce pas, qui régnait à la RTNC, la dictature et tout ça. On voulait me faire le travail que je ne voulais pas, que je n'avais pas appris. Moralement, je n'avais pas appris moralement. Sa carrière a un lien avec le procès Moïse Tshombe, alors Premier ministre déchu. Écoutons sa version des faits. Tshombe a été condamné à mort par contumace au camp Tchadji. Ce n'était pas un jugement, c'était le réquisitoire de Alidor, Kabeya Alidor. Kabeya Alidor était procureur général de la République. C'est lui qui représentait l'État congolais dans les procès, le ministère public. Il a fait son réquisitoire. Il a estimé que pour de tels faits, Tshombe, le tribunal doit condamner Tshombe à mort. Mais le ministère de l'Information a cru que Tshombe était condamné à mort. C'est une proposition du procureur général du ministère public. Le ministre Kandi me demande maintenant de faire l'émission, d'annoncer la nouvelle au journal télévisé. Parce que c'est moi qui inaugurais le journal télévisé par ce qu'on appelait les billets du jour, une sorte d'éditorial. Oh, il avait déjà préparé son éditorial pour me remettre pour lire. J'ai lu ça une fois, mais il m'avait donné comme ordre de lire ça toutes les 15 minutes. Parce que c'était un événement très important.
Je n'ai lu qu'une seule fois, après c'était fini. Et après, je suis venu à la fin de l'antenne. À la fin de l'antenne, je suis venu pour une dernière présentation. Les ministres, les chefs de l'État n'étaient pas d'accord. Le lendemain matin, nous étions tous convoqués. Tous les journalistes de la RTNC étaient convoqués pour une réunion avec le ministre. Alors, le ministre n'a pas été très très gentil. Il s'en est pris à moi. Moi, je me suis expliqué, j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai appris. Ça, ce que vous m'avez demandé à faire, ce n'était pas une information, c'était de la propagande. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas propagandiste. Je ne peux pas raconter des histoires que je ne peux pas vérifier. Je lui ai dit ça, devant tout le monde, tous les journalistes étaient là. Mais il a commencé à s'attaquer à moi. Alors je suis sorti. Quand je suis sorti, il est venu me suivre. Il m'a pris par le col de chemise pour que nous faisions face, n'est-ce pas, l'un à l'autre. J'ai arraché sa main, je suis sorti. Et je suis parti pour de bon. Je n'ai pas remis les pieds à la RTNC depuis ce jour-là. Journaliste d'exception, Paul Malembe a su incarner la rigueur en appliquant à la lettre la déontologie et l'éthique journalistique. Quand j'étais à l'IFASIC, on m'a pris, le gouvernement m'a choisi comme premier DG, PDG, à l'époque on appelait PDG, comme premier PDG de la RTNC. C'est moi qui ai proposé la création d'un office. J'avais reçu en 1975 un rapport de tous les agents de la RTNC. Tous les agents de la RTNC avaient organisé un séminaire de formation. Et au terme de cette formation, ils ont réclamé les détachements de la Voix du Zaïre du ministère de la fonction publique. Ils ont réclamé l'autonomie administrative, n'est-ce pas, et financière de la RTNC parce qu'ils avaient des problèmes de gestion. Et c'est M. Kitutu et M. Mavongo qui sont venus me remettre ce rapport. Ils m'ont demandé de faire le suivi, n'est-ce pas, de leur séminaire. Ils avaient déposé officiellement les rapports aux autorités du pays, c'est-à-dire au ministère de l'Information, qui s'appelait Charles Bokonga, et à la direction, chez M. Bissengimana, qui était le directeur de cabinet du chef de l'État. Et ils sont venus me remettre cet exemplaire. J'avais tout fait pour que leurs souhaits soient matérialisés, mais ça n'a pas marché. Jusqu'en 1980, quand Elebi Maïkonzo est devenu ministre. Quand Elebi Maïkonzo est devenu ministre, je lui ai rendu visite. Parce que lui et moi, on se rencontrait souvent dans des conférences internationales. C'était lui et moi. C'est lui qui représentait en fait les agences de presse des pays africains. C'était l'ACP. Et moi, je représentais en quelque sorte les écoles de journalisme francophone d'Afrique. Ce qui fait que j'avais eu l'occasion de rencontrer Elebi, de m'entretenir avec lui. Alors, quand il a été nommé ministre, qu'on appelait à l'époque commissaire d'État, je lui ai rendu visite pour lui rappeler les travaux de l'UNESCO auxquels nous avons participé, lui et moi, et qui réclamaient la liberté de la presse. Et nous avons pris la décision, lui et moi, de commencer par rétablir l'ordre international de la communication, en commençant par le rétablissement de l'ordre national de l'information. Il fallait un nouvel ordre à l'intérieur du pays avant de parler de l'international. Alors, il m'a nommé président de la commission d'études de politique de la communication. Et j'ai préparé le séminaire, un grand séminaire,
avec des journalistes, avec les journalistes de la CP, de la RTNC et tout cela, en scellé, mois de juin. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait créer un office congolais de l'information et de la communication. De son vivant, M. Paul Malembe a su tisser des liens profonds avec ceux qui l'entouraient. Laissons la parole à ceux qui l'ont connu. Jusqu'à octobre 1966, moi j'étais journaliste à la radio. Parce que la télévision, on était en train de la créer, de la bâtir. En octobre 1966, les autorités avaient décidé de me transférer à la télévision, à l'équipe du journal télévisé. Et c'est là que j'ai rencontré Malembe Mandiak, qui n'était pas encore professeur, comme journaliste, et il était déjà nommé par les autorités rédacteur en chef. Moi, désigné comme secrétaire de rédaction, le professeur Malembe avait un style beaucoup plus, je dirais, pédagogique que le style père fouettard, c'est-à-dire celui qui ne procédait que par des sanctions. Le professeur Malembe était très, très pointilleux quand nous étions avec lui à la rédaction sur la restitution exacte des faits. Les reportages que nous devions diffuser devraient nécessairement refléter l'événement tel que cela a pu avoir lieu. Et le professeur Malembe n'était pas seulement un enseignant, mais c'était surtout un créateur. Si vous savez tout ce qu'il a pu faire pour créer l'IFASIC, c'est-à-dire l'ISTI à l'époque, vraiment, il s'est investi personnellement. Évidemment, avec l'aide de la coopération française, le professeur Malembe est le chantre de la régionalisation de l'IFASIC, de l'ISTI au début. Effectivement, il voulait en faire une espèce d'institution régionale. Et sur le plan effectif, pratique, les étudiants venaient du Cameroun, les étudiants sont venus du Rwanda, du Burundi, pour apprendre. Et plus tard, après avoir rempli toute sa mission à l'ISTI, et il quittera l'ISTI, il aura créé aussi d'autres institutions de formation. Je me rappelle qu'il m'a parlé de toutes les difficultés qu'il avait eues pour mettre en place ce qu'il avait créé et qui s'appelait l'IFAG, l'Institut facultaire de gestion, et pour lesquels il y a eu des difficultés pour avoir des locaux, vraiment. Mais vous voyez, son amour, son attachement pour l'enseignement est réel. Il ne faisait pas, par exemple, l'IFAG pour gagner de l'argent, mais c'était pour former des jeunes gens. Et l'ISTI était, en fait, avait comme objectif principal donner un plus à la formation de jeunes gens qui sortaient de nos écoles secondaires. À un certain moment même, il voulait créer au sein de l'ISTI une espèce de centre de formation pratique qui serait une espèce de recyclage régulier et d'un très haut niveau au niveau de l'université. Pour cela, il avait souhaité avoir des studios, des choses comme ça, et il avait même acquis un terrain qui aurait permis la construction de ce grand centre, qui était juste à côté de nous là, à ce qu'on appelle aujourd'hui Bel Air. Il s'est beaucoup battu pour que ce terrain-là ne soit pas occupé. Mais les morts ne sont jamais morts, d'après notre cosmogonie africaine. Je suis presque un des derniers de son équipe de base. Nous remercierons le professeur Malembe de nous avoir permis de démarrer notre profession journalistique alors que nous étions jeunes, sous la férule d'un homme intègre, d'un homme honnête, d'un homme rigoureux.
Je n'imagine pas dans ma tête qu'un jour le professeur Malembe ait pu, aurait par exemple, si vous voulez, négocier un quelconque avantage pour diffuser une information ou escamoter une information pour des besoins d'argent ou pour des besoins politiques. J'ai connu le professeur Malembe Tamadiak à Lubumbashi dans les années 70. Et lui, il était chef du département des sciences de l'information à l'UNASA, campus de Lubumbashi. En premier graduat et en deuxième graduat, il dispensait spécialement la sociologie de l'information. Dans la deuxième candidature, la technologie de l'information. Et quand j'ai pris mon inscription en sciences de l'information, en ce moment-là, c'était la candidature. Avant la suppression de la candidature, nous étions nombreux à Tufukambunze, Luboya Mvidie, Kazadi Moussoaswa, Nyangilelo, Mavungu Mansakala, Kelandi Kobi, Poati Makwena. C'est ça notre génération. Après la deuxième candidature, on a créé l'ISTI à Kinshasa. Il m'a en quelque sorte encouragé à faire le journalisme. Mais à cause du transfert de l'école à Kinshasa, moi j'étais responsable là-bas, je suis resté, c'est ainsi que j'ai fait les relations internationales. Il y avait plusieurs professeurs, comme par exemple le professeur Ngoma, qui était vice-recteur de M. Dekers, le premier recteur belge après la création de l'université officielle du Congo. Ngoma Tanda avait créé l'Institut de journalisme et d'attaché de presse. Mais alors, lorsqu'il a défalqué, suite aux problèmes politiques, il est devenu président de Mazembe, tout ça. Alors le professeur Malembe a tout fait pour consolider cet acquis à l'université. Et le professeur Malembe travaillait avec lui, mais c'était une école qui était en dehors de l'université. Le professeur Malembe avait des relations avec les membres du gouvernement, puisque lui-même, en tant que tel, ne pouvait pas créer une école qui devient école de l'État. Il a eu des idées, il en a parlé au ministre de la Communication, Sakombi Nongo, qui lui s'intéressait au développement de la communication aussi. Et comme astuce, il avait la situation de PIDC. Le PIDC, c'est le Programme international du développement de la communication de l'UNESCO, donc de l'ONU. Alors, puisque le Sénégal, la Côte d'Ivoire avaient les mêmes idées, alors on a grillé. Et lui, comme c'est l'initiateur, évidemment, le gouvernement a accepté et on lui a donné la direction générale de cette école. Lui, il était décomplexé. Il n'avait pas peur de la concurrence. Au contraire, il créait une concurrence honnête, loyale. Et sa mort me frappe parce que nous avons perdu non seulement une bibliothèque, mais un monument. Et ça fait donc 52 ans que je l'ai rencontré et que je le connais. C'est quelqu'un qui est tout à fait imbu des connaissances en journalisme. Je dis que lui-même, il a fait le journalisme. Et quand il enseigne, il a tendance à traduire, disons, à transmettre à ses élèves, à ses étudiants, tout ce qu'il connaît. Malembe est dépositaire d'une doctrine médiatique dans notre pays. Quand je dis doctrine, vraiment dans le sens fort du mot, c'est-à-dire un corps de connaissances et de principes. Malembe, moi j'ai hérité de lui, c'est qu'il l'appelait parfois ASD. Il disait que pour former les journalistes, il faut A, un apprentissage, S, c'est-à-dire savoir, beaucoup de connaissances, et D, discipline. Et pour Malembe, comme il était de la très ancienne école de formation dans notre pays, les plus vieux, ils héritaient un peu de la formation des colonisateurs, il avait toute cette mentalité. Malembe disait qu'il part du principe selon lequel le journaliste est principalement celui qui a été formé comme tel. Il ne croyait pas au génie naturel,
on ne peut pas devenir journaliste comme on devient poète. Pour lui, on doit être formé journaliste. On a beau avoir un génie naturel, mais il doit être complété par un génie artificiel, je dirais, mais un génie de la formation. Et il était rigoureux pour la discipline des journalistes. Il nous disait, par exemple, que le stage était indispensable. Il y a des amis qui ont été renvoyés de l'établissement parce qu'ils n'ont pas bien accompli leur stage. Parce qu'il dit qu'au cours du stage, que le jeune apprenant va s'imprégner de la discipline. Il doit savoir obéir à son chef de rubrique, il doit savoir obéir à son secrétaire de rédaction, il doit savoir obéir à son rédacteur en chef. Il dit, si vous n'avez pas intériorisé cela, vous n'avez pas la discipline journalistique. C'était un honneur être l'assistant, le premier de celui qui nous a recrutés. Il me poussait à être premier en tout. J'ai dit bien, il me poussait. Et je suis premier en tout, hein, mais c'était un hasard. Être de la première promotion, c'est tout à fait un hasard. Et quand je suis allé aux études doctorales, Malembe me poussait pour terminer tout mon doctorat. Et juste un mois après, je suis rentré au pays. Pour Malembe, il a vraiment fait une petite fête en famille avec son épouse. Il dit, je suis très heureux que tu puisses revenir. Comme ça, je peux poursuivre mes ambitions. Donc, j'étais son premier professeur, son premier docteur, son premier professeur. Il me poussait. Comme par hasard, je suis devenu aussi le premier recteur ancien de l'ISTI. Mais surtout, ce qui l'a contenté, c'est que je sois devenu aussi son premier professeur émérite. C'est lui qui m'a pris comme élève, je pourrais dire, étudiant, jusqu'à devenir son collègue professeur émérite. Pour lui, c'était une grande joie. Et chaque fois qu'il y avait une manifestation, il ne voulait pas que je sois en costume, que je sois toujours en toge d'émérite pour que le monde sache que lui a formé des gens jusqu'à ce qu'il puisse former des homologues professeurs émérites. Malembe a voulu que dans la loi qui régit les médias dans notre pays, on dise clairement que ne peut accéder au métier que celui qui a été formé comme journaliste à l'université. C'est là-dedans. Malembe a jeté les bases de ce que sera l'ordre des journalistes. Ça n'existait pas encore. Un ordre, cela veut dire que vous y entrez avec un numéro et vous sortez avec ce numéro. C'est dans la loi. Malembe a toujours voulu que le journaliste soit celui qui a été proclamé comme tel par la maison de presse qui l'accueille. Et là-dedans, vous retrouverez ça aussi dans la loi. Ce n'est pas l'individu qui demande la carte de presse à l'Union, c'est l'organe qui l'emploie qui demande. Donc tout ce que Malembe a voulu comme élément de la doctrine médiatique se trouve dans la loi. Ça, je ne cite que ces trois aspects. Il y en a plusieurs autres, mais je crois qu'il y a tout là-dedans. Bien entendu, c'est perfectible, mais pour l'instant, il y a tout là-dedans. Il reste seulement le moment où on va tout faire aussi pour appliquer tout ce qu'il y a dans cette loi-là. Et je chante pour lui sa gloire. Je ne le pleure pas. Bien au contraire, je dois chanter pour lui. Il a accompli ce que Dieu lui avait donné comme mission et qu'il l'avait accepté. C'est Magnificat pour Malembe. Ainsi se referme une page d'histoire. Chacun de nous porte une histoire. Paul Malembe Tamandiak a vécu la sienne avec intensité, laissant une empreinte indélébile. Il s'en va, mais laisse derrière lui un grand vide que rien ne pourra combler. Adieu, professeur Paul Malembe Tamandiak. L'histoire se souviendra toujours de vous.